Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Je suis entré ce matin dans le bureau de Grégory Franck, Robert, pour mettre un peu le nez dans ses dossiers et savoir quel récit il était en train de préparer pour aujourd'hui. Je m'apprêtais à lui lancer quelque chose, je ne sais plus quoi, d'à peu près drôle, une de ces plaisanteries aimables qui servent à bien commencer la journée, mais j'ai vu aussitôt, parce que je le connais bien, que le ton joué ne serait pas de mise. Je lui ai demandé, mon vieux Grégory, vous avez l'air sinistre, on peut savoir. Alors il a ouvert un carton contenant des coupures de journaux et il en a sorti une photo. C'était un rectangle d'un format inhabituel, plus long que les photographies que l'on a l'habitude de voir aujourd'hui. En fait, il y avait deux photos carrées tirées côte à côte sur le même support. Grégory a simplement fait glisser ce double portrait sur la table entre nous, sans dire un mot, et j'ai compris. J'ai compris pourquoi il lui aurait été difficile de se réjouir de préparer cette histoire. C'était une tête d'enfant. Une tête d'enfant avec le cou et les épaules nues. La tête d'un enfant de 6 ans. La tête d'un enfant de 6 ans, mort. L'un des clichés le représentait de face, l'autre de profil couché sur un carrelage blanc. Oh, j'aurais pu dire, comme on le fait souvent quand on parle d'un enfant, j'aurais pu dire quelque chose d'un peu poétique, quelque chose qui adoucisse la réalité, quelque chose du genre « il avait des traits reposés et semblait dormir ». Mais je vous ai dit, c'était un enfant mort. Car vraiment, cette photo glacée ne pouvait permettre d'autres interprétations. Ce gros plan, pitoyable, traduisait la sinistre réalité. Cette petite tête aux yeux fermés et aux cheveux en désordre ne pouvait être celle d'un enfant endormi. Je me suis efforcé de la regarder en détail. Le gosse avait dû être mignon, timide, affectueux. La vue de profil montrait nettement près du lobe de l'oreille droite une verrue assez apparente, un de ces défauts de la peau qu'une maman peut caresser affectueusement en disant « c'est ta petite marque de fabrique, c'est pour te reconnaître quand tu sors de l'école ». Les deux photos montraient aussi un carton avec des chiffres que l'on avait placés pour qu'ils soient à chaque fois bien visibles de l'objectif. Y était écrit « corps numéro 1 » et une date, 1er janvier 1936. Qui était donc l'enfant nu de la Saint-Sylvestre? J'ai levé un sourcil interrogatif et Grégory m'a tendu en réponse les pages du récit que je vais vous faire maintenant. À coup sûr, l'un des plus émouvants dossiers extraordinaires de la police. « 1er janvier 1936, quai de la Râpée à Paris, un endroit sinistre par nécessité, la morgue. Y a-t-il, chers amis, un endroit plus sinistre qu'un dépôt mortuaire au bord de la Seine, un premier jour de l'an? Pourtant, là comme ailleurs, des fonctionnaires sont à la tâche et assurent la permanence, car la mort travaille tous les jours de l'année, même le 1er janvier. Et chaque année, on inaugure en ce premier jour, comme dans beaucoup de services publics, un registre neuf. Sur ce registre recouvert de toile noire, le greffier va inscrire au long des jours les entrées et les sorties de ces pensionnaires silencieux qui reposeront quelques heures dans les longs tiroirs réfrigérés avant de partir vers leur dernière demeure. Les pensionnaires sont inscrits sous un numéro avec quelquefois leur identité si l'on a pu la déterminer. Et ces hommes, ces fonctionnaires, ces familiers de la mort finissent bien sûr par être plus ou moins blasés et c'est heureux car comment, sans cela, pourraient-ils mener à bien leurs tâches? La routine et l'habitude viennent charitablement à leur secours. Et ce jour-là, ce 1er janvier, le cadavre qui allait porter sur le beau registre neuf le peu enviable numéro 1 de l'année qui débute, ce cadavre-là ne pouvait pas laisser indifférents ceux qui le prenaient en charge, quai de la Râpée. Pauvre gosse. Ah, le pauvre gosse ne cessait de répéter le morgueur. Si c'est pas malheureux, faisait en écho le greffier qui inscrivit numéro 1, reçu à 12 heures le 1er janvier un enfant nu du sexe masculin âgé d'environ 6 ans,
Le corps a été trouvé ce matin à 7 heures dans un fossé de la route de Choisy-le-Roi à Versailles, à 100 mètres environ de la gendarmerie et du carrefour de la Belle Épine. L'enfant paraît avoir fait l'objet de sévices graves. La mort remonte à 1 semaine au moins. En donnant le coup de tampon officiel en face de cette inscription, le fonctionnaire ne put s'empêcher de penser « 1 semaine au moins ». Donc autour de la Noël. Dire que j'étais peut-être en train de décorer l'arbre avec le mien à ce moment-là. Il y a donc des gens capables de faire ça. Oui, à coup sûr, il y avait eu des gens capables de faire cela. Aucun de ceux qui purent entrevoir le petit corps même quelques secondes au cours de son transport, aucun de ceux-là ne put douter que l'enfant avait été durement maltraité et que l'aboutissement de ces mauvais traitements avait été la mort. Qui donc avait, à la veille de la Noël, infligé cela à ce gosse pour le jeter ensuite tout nu dans un fossé où les herbes avaient été rendues cassantes par le gel? Un fossé de la route de Versailles, au carrefour de la Belle Épine, sur le sinistre plateau de Thiers où à quelques centaines de mètres, les murs et les cyprès du gigantesque cimetière barrent l'horizon. Et surtout qui était cet enfant trouvé recroquevillé à 7 heures du matin au bord de cette route par un brave homme du pays? Que dire de ses traits, charmants et doux, mais encore tout à fait flous et imprécis? Peut-être cette verrue près de l'oreille droite n'était-elle pas cachée par les cheveux lorsqu'il était vivant et des voisins ou des camarades de jeu ont-ils pu la remarquer? Peut-être à la rigueur, pouvait-on dire que la plante des pieds était légèrement durcie par endroits comme si le gamin avait eu l'habitude de marcher pieds nus? Mais il était également possible qu'un gosse chaussé de galoches un peu dures porte les mêmes signes. Et comme, manifestement, le ou les assassins étaient venus abandonner le corps nuitamment dans cet endroit peu fréquenté, il était à peu près certain que l'enfant n'était pas originaire des maisons alentours. Alors il restait 2 choses, 2 voies possibles pour les enquêteurs. D'abord, l'autopsie. Elle fut confiée au fameux docteur Paul, le célèbre médecin légiste. Et puis il restait aussi la publicité. Donner le maximum de retentissement à cette sinistre découverte, la diffuser le plus largement possible, afin que quelqu'un, quelque part peut-être, reconnaisse l'enfant nu de la Saint-Sylvestre. Ce fut donc cette photo, la photographie même que j'ai sous les yeux, qui fut publiée au soir même du Nouvel An par les quotidiens. Le lendemain, les journaux de la France entière la reprirent et les enquêteurs commencèrent leur attente. Les premiers résultats furent désastreux. D'ordinaire, une pareille opération déclenche dans le public des dizaines, voire des centaines de dénonciations plus ou moins anonymes. Et les policiers connaissent bien ce phénomène et espèrent toujours, au milieu des lettres de fous et de rancuniers, trouver l'amorce d'une piste. Or, cette fois, le public fait mentir la tradition. Une journée passe, rien. Une seconde journée s'écoule, toujours rien. Le néant absolu. Par contre, les employés de la morgue voient défiler les unes après les autres des familles éplorées et tremblantes que par autorisation spéciale on laisse se pencher sur le tiroir où repose l'enfant. Et enfin, l'ombre d'un espoir surgit. Un habitant d'Ivry qui loue en meublé les pièces de son immeuble déclare ceci. Une de mes locataires qui est partie avant-hier était une femme de mœurs légères. Elle avait avec elle son gamin de 6 ans. Le jour de Noël, je fus étonné de ne pas voir sortir le petit, le lendemain non plus, pas plus que les jours suivants. Et le 31 décembre au soir, monsieur l'inspecteur, une nuit, où on pense à autre chose que voyager, elle m'a donné son congé en me disant qu'elle se rendait à Nice en automobile avec son ami qui est ingénieur. Elle a emporté comme seul bagage une grosse malle, très lourde. Et le carrefour de la Belle Épine est sur la route du Sud, quand on part de chez nous. Et le gosse, monsieur l'inspecteur, le gosse. Je crois bien que c'est lui. Je vous le dis tout de suite, chers amis, et on ne pourra pas m'accuser de faire un suspense malvenu, je vous le dis, la piste était fausse. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Non, chers amis, la piste donnée par le logeur d'Ivry n'était pas la bonne. Il avait pourtant reconnu formellement l'enfant nu à un second examen, mais dès le lendemain, on retrouva l'enfant vivant chez sa grand-mère en Auvergne. Il avait été envoyé là par sa mère et la grosse malle contenait simplement son linge et ses vêtements qu'elle lui expédiait. La maman avait pourtant menti au sujet de son voyage sur la Côte d'Azur. Un bien triste mensonge. Elle avait inventé cela pour donner son congé et elle était allée triste et seule se jeter dans la Seine
pendant la nuit du Nouvel An. Et vous allez voir que la mort aussi s'est fabriquée des coïncidences. C'était cette malheureuse qui occupait présentement le tiroir numéro 2, aux côtés de l'enfant nu de la Saint-Sylvestre. Quant au petit bonhomme, lui, il n'avait toujours pas de nom. Les familles défilaient sans cesse dans le local glacial du quai de la Râpée. On assista encore à de nombreuses reconnaissances formelles par des parents brisés, mais il s'avérait bientôt que ces familles se trompaient toutes. Il y eut des évanouissements quand des mères folles de chagrin pensaient se trouver en face de leur enfant disparu, mais là encore, il s'agissait à chaque fois d'horribles méprises. Alors au bout de quelques jours, on dut enfin poser les scellés sur le cercueil, et il ne resta plus comme espoir d'identification que la photo, cette fameuse photo que j'ai sous les yeux. Entre-temps, le docteur Paul avait donné le résultat de l'autopsie. L'enfant nu du carrefour de la Belle Épine était vraisemblablement mort d'asphyxie après avoir subi toutes sortes de mauvais traitements qui avaient laissé des marques un peu partout sur le corps. L'asphyxie avait dû être provoquée à l'aide d'un objet volumineux sur lequel on avait dû peser lourdement puisqu'on avait relevé une fêlure de la boîte crânienne. On pencha pour un oreiller ou un matelas, et l'on supposa que quelqu'un s'était assis ou couché dessus en maintenant fortement les membres du malheureux gosse, provoquant ainsi les marques relevées. Et cela avait dû durer un certain temps avant que l'enfant ne succombe étouffé. Ces déductions furent un aiguillon de plus à l'ardeur des enquêteurs, et le commissaire chargé de l'affaire, prenant le taureau par les cornes, décida que, puisqu'aucun familier de l'enfant ne se manifestait, c'était à la justice de les dénicher. Une gigantesque enquête nationale est alors ordonnée, l'une des plus vastes mobilisations de ce genre que la police et la gendarmerie associées aient jamais déclenchée. Dès cette décision prise, toutes les mairies de France, tous les commissariats, toutes les casernes de la garde mobile reçurent à la même heure la circulaire ordonnant l'enquête ainsi qu'un tirage de la fameuse photo. On visitait les écoles maternelles, les orphelinats, les patronages. On interrogea les enseignants, les directeurs de prisons de femmes, les prêtres de toutes les paroisses. Et l'enquête s'étira, se perdit dans d'interminables méandres pendant 10 mois. Mais 10 mois au cours desquels, chers amis, les limiers de la police suivirent avec acharnement la moindre piste qui avait pu leur être fournie par la gigantesque enquête nationale. Et toutes ces pistes se terminaient invariablement en cul-de-sac. Des bureaux entiers étaient occupés par des tonnes de papier où s'inscrivaient les rapports sur toutes ces démarches infructueuses. On pensa à une sorte d'obsédé, un vampire, qui aurait dérobé dans la nuit de la Saint-Sylvestre un cadavre anonyme au cimetière de Thiers et qui l'aurait abandonné dans le fossé à quelque distance. Nouvel échec. Et un camionneur, un routier, qui aurait pu prendre en charge le macabre fardeau à l'autre bout du pays et le laisser sur son trajet aux abords de la capitale. La position recroquevillée de l'enfant, lorsqu'on le trouva, pouvait laisser supposer qu'il avait été transporté, sinon conservé un moment, dans une caisse de faible dimension. On dépouilla l'emploi du temps, les antécédents de tous les chauffeurs de poids lourds qui avaient pu emprunter la route de Versailles à Paris pendant la nuit du Nouvel An. Fort heureusement, cette nuit de fête, les camions avaient été moins nombreux qu'une autre nuit, mais il fallut quand même interroger des dizaines de suspects. L'un d'entre eux en particulier, dont le point d'attache était la ville de Caen, fut gardé à vue et longuement entendu par les policiers. Peine perdue, son alibi fut contrôlé seconde par seconde, la piste s'effondra encore. Les secrétaires dépouillaient attentivement le courrier accumulé pendant des mois. L'une des lettres disait « Ah, je ne peux reconnaître mon enfant d'une façon formelle, car je ne l'ai pas vu depuis 2 ans. Je constate bien certaines particularités troublantes, notamment une petite verrue qu'il portait à l'oreille droite. La lettre était signée Marie-Louise Tannot. Marie-Louise Tannot possédait une photo de son enfant, photo envoyée par une nourrice de la Somme qu'il avait gardée pendant 1 an. Le bambin y était représenté à l'âge de 3 ans et demi. Mais les policiers pensèrent instantanément qu'il s'agissait bien de l'enfant nu de la Saint-Sylvestre. Enfin une piste. La mère raconta alors sa pauvre vie et révéla qu'elle avait eu cet enfant, prénommé Maurice, avec un certain Frédéric Moïse, mais Moïse avec un Y, M-O-Y-S-E. La jeune femme décrivit ce Moïse comme un individu menteur, sans scrupules. Il lui avait promis le mariage, mais il l'abandonna pendant sa grossesse pour se mettre en ménage avec une certaine Augustine Ottermann,
une grosse femme acariâtre de 12 années plus âgée que lui. Marie-Louise Tannot fut obligée de confier l'enfant dès sa naissance à une nourrice du Nord et de se placer comme femme de peine dans des maisons bourgeoises où elle touchait un maigre salaire qui lui permettait à peine de vivre en payant la pension de son enfant. 2 ans plus tard, elle rencontre par hasard Moïse, qui lui fait de nouvelles promesses et reconnaît l'enfant. Mais presque aussitôt, la malheureuse apprend que son amant s'est en fait marié avec la dame Otterman, dont il a eu d'ailleurs 2 filles. Désespérée, Marie-Louise Tannot déclare qu'elle va aller reprendre son enfant le 15 juillet. Mais le 13, Moïse la précède, retire l'enfant à la nourrice et l'emmène à Paris. Moïse menait une drôle de vie. Cet homme petit, au visage assez épais, s'était fait la réputation d'un don Juan auprès des dames d'un certain âge, dames qui avaient tout un point commun, de menus économies que le galant trouvait toujours à utiliser. Alors pour faire la conquête de ces personnes esselées, il leur racontait qu'il était un ancien aviateur ayant fait le tour du monde ou bien un ancien toréador. Peut-être était-il aidé en cela par son poil brun et un certain accent qu'il devait à ses origines niçoises. Il oublie bien sûr de confier à ses conquêtes un peu mûres qu'il est en fait depuis longtemps marié à Bucarest avec une Roumaine qu'il faisait passer pour une princesse russe et qui était en fait serveuse dans un restaurant. Il oublie également de mentionner quelques petites condamnations et plusieurs renvois de ses emplois successifs. Motif, le vol. Il se vante d'être l'ami d'une star de cinéma et d'une sociétaire de la comédie française. Il a réussi à se faire admettre dans 8 cercles parisiens, certains fort chics. Il dit aussi qu'il fait de la politique. En fait, il est devenu, dans son arrondissement, l'agent électoral d'un conseiller municipal et se livre nuitamment à des collages d'affiches pour lesquels il n'est pas inutile de se munir d'un solide manche de pioche pour le cas où l'on rencontre une équipe rivale. Cette manière assez spéciale d'envisager la politique lui permet présentement d'occuper avec sa femme et ses 2 filles une loge de concierge dans un immeuble de la ville de Paris. Voyez-vous, quand on a des relations. Mais dans tout cela, où est donc le petit Maurice qui est censé vivre avec son père? C'est la première question que les enquêteurs vont poser à Frédéric Moïse lorsqu'ils vont l'appréhender. Moïse, avec un Y, refuse de reconnaître l'enfant nu de la Belle Épine dont on lui présente la photo et proteste. Oui, le petit, je l'ai repris de chez sa nourrice, on l'a gardé avec ma femme. Il était bien soigné chez nous. En novembre, sa mère, Marie-Louise Tannot, m'a écrit qu'elle voulait le reprendre et que je ne le reverrai plus. Alors j'ai voulu le cacher. J'ai rencontré dans un restaurant de la Porte Saint-Martin un voisin de table qui connaissait une certaine Conchita Martinez habitant à Oviedo, en Espagne, à laquelle il me proposa de confier le gamin. Cette histoire ne tenait pas debout, d'autant plus qu'Oviedo était une ville complètement bloquée par les événements qui s'y déroulaient et qu'on ne pouvait bien évidemment rien vérifier sur place. Nous étions en pleine guerre civile d'Espagne. C'est la même nuit que l'on procéda à l'interrogatoire de la femme légitime de Moïse. Elle commença par réciter la même leçon, très sûre d'elle, presque arrogante. Mais c'est alors que toutes les lumières s'éteignirent et que partout, des sirènes se mirent à mugir. Dans la pièce voisine, les 2 petites filles de Moïse hurlèrent de peur. C'était en fait un exercice pour la défense civile, mais il fut providentiel. Les nerfs de la femme craquèrent. Oui, nous avons menti. Le cadavre de la Belle Épine est bien celui de Maurice. Je vais vous dire la vérité. Il est mort, subitement, à la fin décembre, après avoir eu un gros rhume. Comme il y avait dans les journaux des histoires d'enfants martyrs, nous avons craint que l'on nous accuse. Alors mon mari a vidé la caisse de jouets des enfants, il a mis le cadavre dedans et caché la caisse dans une petite cave. Quelques nuits plus tard, il est allé se débarrasser du corps dans un fossé. Alors je vous jure que c'est la vérité. C'était un mensonge. Car Moïse, interrogé de son côté, donna la version suivante. J'étais descendu à la cave avec lui, chercher du bois. Il remontait derrière moi, il a glissé, déboulé les marches, il est tombé sur la tête. Il a juste dit « Papa, papa !» Et il est mort dans mes bras. Alors j'ai eu peur, je l'ai mis dans la caisse à jouets des enfants, et puis je suis allé le déposer au carrefour de la Belle Épine quelques nuits plus tard. Entre ces 2 versions, un seul point commun, l'horrible détail de la caisse de jouets. C'était la seule vérité contenue dans ces déclarations. En fait, le procès révéla que Moïse avait repris son enfant pour pouvoir demander à la mère de celui-ci une rançon
quand elle voudrait le revoir. On apprit aussi qu'après avoir été le souffre-douleur de Moïse et probablement de sa femme, le malheureux petit avait été tué par son père lui-même, qui lui avait coincé la tête dans le chambranle d'une porte avec un coussin et pesé sur le battant jusqu'à ce que la mort eût fait son œuvre. Après avoir caché le cadavre dans la caisse à jouets de ses 2 filles, il avait pris l'autobus à la porte d'Italie dans la nuit de la Saint-Sylvestre, avec son macabre fardeau, qu'il était allé jeter nu dans le fossé, près du cimetière de Thiers. On ne put prouver la complicité de la marâtre, qui s'en tira avec une condamnation de principe. Frédéric Moïse fut reconnu responsable par les médecins, condamné à mort pour l'assassinat de son fils, qui restera pour nous l'enfant nu de la Saint-Sylvestre. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.